On est là donc pour vous parler de l'étude que nous avons réalisée avec Philippe Blin qui est avec moi pour présenter ce travail en 2018 au SDIS 44 dans le cadre justement de la prévention des CMR comme vous l'avez fort justement exprimé. Donc l'amiante pour nous est un problème évidemment puisque on sait que la majorité des bâtiments construits avant 1997 ont de l'amiante à moult endroits. Je ne vois pas les slides de défiler sur l'écran de contrôle, est-ce normal donc, sur l'écran de retour, j'ai pas de retour. Et appuyez, vous avez la petite manip. Voilà. Ah, voilà. Excusez-moi. Voilà, donc du coup, comme le montre donc cette image, on a beaucoup d'amiante dans les bâtiments avant 97 et un événement un peu particulier nous a amené aussi à nous poser des questions, qui est l'explosion du silo qui a eu lieu à Strasbourg, où l'ensemble des pompiers qui étaient aux alentours en train de pratiquer l'extinction de ce silo a donc été contaminé par les retombées d'amiante du fait du toit soufflé. Mais dans moult bâtiments agricoles et moult poulaillers, hangars et divers bâtiments, on retrouve de l'amiante dans les couvertures qui se détruit au moment de l'embrasement avec des retombées. Et la phase la plus délicate qu'on a pu identifier pour les pompiers, c'est pas tant l'extinction, parce qu'au moment de l'extinction, la brumisation fait que les fibres d'amiante ont plutôt tendance à se redéposer, mais la phase de déblai où pour réussir une extinction vraiment correcte, on est obligé de dégarnir et donc de gratter les surfaces et de remettre en suspension du coup l'amiante, contaminant ainsi les surfaces et les hommes. Les bâtiments, comme vous le voyez sur l'image à droite, pardon, vous avez un certain nombre de risques qui sont non visibles puisque les bâtiments sont détruits, qu'on ne connaît pas obligatoirement la teneur de ce qui se trouve sous les déblais, que ce soit d'ailleurs des déchets phytosanitaires ou des produits toxiques qu'on ne peut pas identifier. De la même façon, quand on arrive sur un bâtiment de nuit qui est embrasé, on ne sait pas, on n'a pas de cartographie pour identifier si le bâtiment a été construit avant 97 ou pas. Et donc, on ne peut pas savoir si potentiellement ce risque d'amiante existe ou non. Plusieurs, d'ailleurs, bâtiments à Nantes avaient été mis en question, comme le prouvaient beaucoup d'articles dans la presse, entre autres la Tour de Bretagne à Nantes, qui était un édifice qui est tout à fait remarquable et qui a été fermée puisqu'elle était contaminée à l'amiante et qu'elle doit être désamiantée. Pour toutes ces raisons, la question était posée, mais le groupe qui a été donc le groupe gestion de crise, comme vous l'avez bien dit, du risque amiante qui existait en Loire-Atlantique, a invité le SDIS après avoir été interpellé en intervenant sur un bâtiment qui était amianté post-extinction pour justement prévenir les risques au niveau des salariés, et s'est posé la question de dire bah oui, mais les premiers intervenants c'était les pompiers, et ces pompiers, puisque le bâtiment est amianté et qu'on nous demande d'y intervenir, ont forcément été contaminés. Et comment peut-on faire à la fois pour identifier le risque et éventuellement mettre en place des mesures de prévention? Pour ça, on a donc travaillé tous ensemble dans ce groupe, aussi bien l'INRS que la Directe, que nous avons aussi beaucoup travaillé avec Fabrice Leray, qui est ingénieur conseil à la CARSAT des Pays de Loire, pour établir un protocole d'études, parce que c'est très compliqué dans le cadre d'intervention des pompiers, de réussir à mettre en place quelque chose qui ne soit pas détruit par l'intervention même des pompiers. Donc, pour cela, nous avons mis en place cette étude qui ne sert pas à quantifier, mais bien à identifier si potentiellement le risque existe et s'il y avait un transfert
transfert à la fois dans les lieux de vie, mais aussi dans le matériel qui était utilisé, les camions, entre autres par nos pompiers. Donc pour vous présenter la réalité de l'étude, je vais passer la parole à Philippe Blin. Merci madame, et bienvenue à vous Philippe Blin. Merci Pascal, bonjour Guy, Bonjour à tous. Donc Philippe Blin, donc chef du service hygiène sécurité. Donc pour poursuivre, donc effectivement l'introduction sur les partenariats, détailler un petit peu tout cela. On avait dans le groupe, voilà, on va mettre un peu plus les micros. Voilà. Donc dans ce groupe-là, donc c'était une première nationale, hein, en tout cas, puisqu'on avait les organismes de prévention du secteur privé qui venaient intervenir pour les pompiers qui dépendent plutôt du secteur public. Donc là, c'était déjà quelque chose d'assez intéressant, puisque dans ce groupe gestion crise amiante, hein, on retrouve l'ADREAL, l'OPP-BTP, l'Agence régionale de santé, la DIRECT, la CARSAT, enfin voilà, donc on avait quand même quelque chose qui était assez intéressant. L'INRS est arrivé en appui technique sur l'aspect, on va le voir après, des badges et puis des analyses par méta. Hein, donc microscope électronique à transmission analytique. La CARSAT, elle, amenait l'aspect méthodologique et son laboratoire avec son microscope optique. Et puis nous, on a assuré, on va dire, le partenariat technico-logistique de terrain, puisque les prélèvements, si on a la méthode, on l'a travaillé avec le docteur Guébineau tous les deux et avec nos partenaires de la prévention. Pour autant, sur le terrain, on ne sait pas quand est-ce qu'un incendie va se déclencher, forcément. On ne sait pas quel fourgon va partir. Donc il a fallu gérer en interne avec notamment les infirmiers de sapeurs-pompiers qui ont contribué activement aux réussites de cette analyse. Donc voilà, donc première intervention, première nationale à ce niveau-là. Pluralité de méthodologie. Donc en termes de méthodologie, hein, on avait 2 prélèvements surfaciques concomitant, prélèvement par badge électrostatique et prélèvement surfacique. On a mixé les deux techniques. Et puis, pareil, pluralité de méthodologies d'analyse, puisqu'on a fait du microscope optique à lumière polarisée, donc ça qui est très connu, on va dire, au niveau du risque amiante et des analyses classiques, on va dire, de l'identification des fibres amiantes. Hein, c'est la première analyse qu'on utilise. Et puis, l'INRS a mis à notre disposition et à la disposition de cette étude son microscope électronique. Donc là, on est sur une technologie qui est nettement plus sophistiquée. Donc la démarche de l'étude, donc on a eu de fin 2016 à janvier 2019. Alors ça peut paraître assez long, mais on avait quand même une fenêtre de tir qui était assez courte pour les prélèvements. C'était la phase hivernale. C'est là qu'on a le plus d'incendies dans les 2 structures. On a vu que le secteur qui était utilisé, enfin qui avait été identifié, c'était le secteur de Saint-Nazaire. La période de chauffe commence fin septembre, début octobre, on va dire, au mi-octobre, et puis se termine mi-février, mars, là, voilà, on termine là. Donc c'est là qu'il fallait faire les choses. Et c'est vrai que lorsqu'on a eu la première fenêtre de tir en 2018, l'hiver 2018, on n'était pas prêt. Donc il a fallu, fin 2017, on n'était pas prêt, donc il a fallu reporter en 2018. Et voilà. Donc on a réalisé cette étude alors, sur la base de l'emploi des badges. Donc ça, c'était très intéressant parce que c'était une solution qu'on ne connaissait pas. Nous, on connaissait les prélèvements classiques surfaciques. Ça, on en avait entendu parler, mais les badges électrostatiques que mettait à disposition l'INRS, on ne connaissait pas. Donc ça, c'était intéressant parce que pour un pompier, il faut agir vite lorsqu'on a un incendie. Et dans ce contexte, il était difficile de faire appel à un laboratoire accrédité. Parce que du coup, le laboratoire, il ne travaille pas la nuit. Il ne travaille pas à 3 heures du matin. Or là, quand ça déclenche, il faut partir avec, quoi. Et donc les pompes de prélèvement classiques n'étaient pas utilisables. Le badge électrostatique, on le voit sur la fenêtre, la photo du milieu, donc se portait au niveau du col de la veste d'intervention du sapeur-pompier. Donc ne posait pas de problème en termes d'ergonomie. Donc ça, c'était aussi très intéressant. Donc on a réalisé les prélèvements surfaciques afin de confirmer les possibles transferts dont parlait le médecin de prévention tout à l'heure, Pascal, notamment à l'intérieur des camions. Puisque classiquement, les pompiers, quand ils ont fini, ils avaient tendance à remettre tout leur matériel à l'intérieur du camion pour rentrer au plus vite. Donc voilà. Donc les badges et effectivement ces prélèvements visaient à dire il y a ou il n'y a pas. On n'est pas sur des prélèvements réglementaires
classique de quantification du nombre de fibres par litre. Donc sur opération, l'avantage des badges, c'est que le principe du badge passif développé par l'INRS repose sur l'attraction électrostatique. Alors ça, c'est intéressant. Pour autant, les fibres vont venir se fixer sur le badge. En revanche, la charge électrostatique baisse dans le temps. Donc on avait 2 badges par semaine qu'on pouvait utiliser pour pouvoir faire ces fameux prélèvements. Et puis, donc les badges sont sensibles à l'humidité et à la chaleur, donc uniquement utilisables pendant les phases de déblai. Donc voilà. Mais au-delà de ça, ça a été quand même très intéressant. Si on regarde au niveau des résultats, donc on a eu en tout sur les badges passifs, 14 badges passifs qui ont été utilisés, donc sur une période de 7 semaines. Et sur ces 14 badges passifs, 2 ont été exposés et ont fait, 6 ont été exposés et 2 ont fait l'objet d'analyse et de détection des fibres que vous voyez sur la photo de gauche, alors qui ont une composition de magnésium, aluminium, silicium et fer, donc une composition qu'on peut retrouver, enfin des molécules, des atomes qu'on retrouve dans les fibres d'amiante et dans la composition de la molécule constituant les fibres d'amiante. Et qui ont été, donc ça c'était retrouvé lors d'une phase de déblai sur une toiture de type fibrociment, mais on ne savait pas si c'était avant ou après 97. Et puis lors des opérations, donc ce qu'on retrouve, lors des opérations d'incendie, les fibres d'amiante, elles ont une composition qui va évoluer dans le temps, puisque l'amiante de type chrysotile reste stable jusqu'à 550 degrés. Ça, c'est intéressant parce que là, elle ne bouge pas. Par contre, au-delà, on a une déshydratation de la fibre, donc une modification moléculaire. Puis, elle se recristallise vers 800-850 degrés. Là, je vous livre les résultats de l'étude. Et du coup, c'est pour ça que l'INRS, donc sur la partie de gauche, n'a pas pu identifier de manière absolue que c'était de l'amiante. Voilà. Et sur la droite, donc là, c'est les prélèvements surfaciques. Et là, c'était l'intérêt d'avoir justement les 2 prélèvements combinés, c'est qu'on a bien trouvé des fibres d'amiante sur le poste de conduite du camion et sur la tétière arrière du dossard numéro 4 de l'aérie du fourgon. Donc on a bien eu un transfert de fibres, alors présence de fibres, et 2 transferts sur 2 postes de travail différents. Et là, du coup, c'était intéressant, et ces fibres présentaient des traces d'échauffement. Donc venaient confirmer aussi la problématique du début. Et en ce sens, c'était quand même très intéressant d'avoir pu mener cette étude avec ces techniques de prélèvement. Concrètement, derrière, comment ça s'est traduit ? Donc on a eu entre-temps, chez les pompiers, il y avait un risque qui était bien identifié, c'était les CMR organiques, ce qu'on appelle la toxicité des fumées et les suies, tout ce qui est composé à partir de carbone. Et ça, on le voit facilement, un incendie, ça dégage de la fumée, donc on imagine effectivement qu'on a des produits toxiques dedans. Et donc on avait cette gestion à la fois du risque lié aux fumées organiques, lié à l'aspect thermique, aux gaz toxiques, et puis là, du coup, on avait la problématique amiante. Et donc du coup, on a inclus tout ça, on a essayé de faire une prévention globale, en tout cas la plus globale possible, pour tenir compte de l'ensemble de ces problématiques. Et ça s'est traduit chez nous dans un guide opérationnel départemental de référence, avec création de notes techniques opérationnelles, et puis qualification et amélioration des process de dépollution. Donc on retrouve là un schéma, on va dire, relativement classique de gestion du risque qu'on peut avoir en entreprise. Dans les faits, on retrouve un zonage qui se met en place. Donc ça, c'est intéressant, avec un protocole de nettoyage et de déshabillage des pompiers en sortie de zone. Et puis, donc ça permettait de traiter l'ensemble des risques. L'obligation aussi du port de l'aérie pendant les phases de déblai. Donc ça, c'était quelque chose qui était relativement nouveau. Et la mise en place des sacs d'isolation et d'isolement des EPI pollués. Quand les pompiers reviennent au centre de secours, là c'est pareil. Avec les équipes, on a travaillé sur un zonage des lieux de vie de façon à éviter le transfert de contamination entre les zones qu'on peut considérer comme relativement polluées ou sales, la remise des engins et puis toutes les zones de traitement des équipements de protection individuelle, et puis une zone qu'on va considérer comme propre et qui doit rester la plus propre possible, qui est la zone de vie, avec entre les deux le vestiaire et le process de décontamination et de marche en avant.
Voilà ce que je pouvais dire globalement sur cette étude. Philippe Blin, Pascal Guébinaud, merci pour ce propos très précis, dont l'intérêt était d'apporter des éléments d'objectivation par cette démarche originale et multipartenariale. Je crois que c'est important de le souligner, vous l'avez fait tous les deux, mené dans un univers professionnel où le feu n'est pas le seul ennemi à combattre visiblement. Tout à fait. On regarde si des questions s'adressent à vous. J'en ai repéré 3, 4. On va essayer d'aller vite quand même. Les SDIS, est-ce qu'ils ne pourraient pas accéder au DTA des immeubles qui y sont soumis, ce qui faciliterait la prévention des risques d'intervention? C'est une bonne question, ça. Alors, c'est une bonne question et on y travaille justement avec le groupe local, pluridisciplinaire, pour effectivement essayer de mettre en place une base de données commune qui permettrait d'identifier en amont que sur tel un bâtiment, on a une présence d'amiante à tel endroit. Cartographie. Voilà, de manière pratique. On y travaille. Quid des fibres d'amiante libérées lors de l'incendie de Lubrizol? Alors, je ne sais pas si vous avez des informations particulières. Les prélèvements n'ont, semble-t-il, rien donné, sans doute du fait que les fibres étaient encore dans l'air. Alors, pour Lubrizol, je n'ai pas beaucoup plus d'informations. Je me suis permis parce que c'est vrai que la question revient plusieurs fois, mais voilà, on va bien sûr approfondir. Oui, et puis ça rejoint aussi toute la remise en suspension des fibres qui ont été abordées ce matin, on est bien d'accord. Et est-ce qu'il existe une publication de l'étude et un partage au sein des SDIS des notes techniques opérationnelles? Tout ce que vous venez de nous dire en clair, est-ce que c'est disponible de manière documentée? Voilà. Alors, au sein des SDIS, on a un réseau de préventeurs qui est en plus coordonné par l'échelon central chez nous, qui est la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de crise. Et on a un échange assez régulier des bonnes pratiques et des informations à ce niveau-là. Et oui, l'étude a fait l'objet d'une publication, un rapport au sein de la CARSAT, et puis un certain nombre de rapports en interne. Je vous en prie, si vous souhaitez répondre complémentairement, il faut juste avoir Oui, c'était simplement que l'étude a aussi été présentée au congrès, à un congrès à Toulouse. Merci pour ces références précises. Pascal Guébinaud, Philippe Blin.